Donc, je travaille depuis une quinzaine d'années en libéral. Je travaille exclusivement avec des patients avec des troubles du neurodéveloppement en pédiatrie. Je suis intéressée par pas mal de domaines dans le langage oral et écrit. Et le TDAH m'a toujours beaucoup interpellée parce que, il vient complexifier nos rééducations orthophoniques. Et j'ai beaucoup apprécié de lire et de me former dans ce domaine-là pour essayer de mieux comprendre comment prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Les TDAH ne sont pas tous identiques, c'est faux. Si on s'appuie sur les critères du DSM-5, il y a des profils différents avec des prédominances. On a deux grandes catégories. On a les inattentifs d'un côté et les hyperactifs impulsifs de l'autre. Les inattentifs, c'est vraiment des patients qui vont avoir une distractibilité qui va être importante. C'est aussi décrit comme un manque de persévérance, du mal à soutenir son attention, être désorganisé. Et c'est vraiment pas dû à un manque de compréhension au niveau du langage oral, par exemple, ou à une attitude de défi. Voilà, ça, c'est les profils inattentifs. Les profils hyperactifs, là, c'est vraiment une activité motrice excessive. Il y a vraiment beaucoup d'agitation, de mouvement, de la bougeotte, du tapotement de doigts, des bavardages. On le voit aussi chez les adultes avec une agitation extrême et puis une activité, un besoin d'activité très intense qui peut même être épuisant pour l'entourage. Et dans cette catégorie d'impulsifs, d'hyperactifs, il y a aussi les impulsifs qui là vont avoir des réactions précipitées qui surviennent dans l'instant et pour lesquelles il n'y a pas de réflexion sur les conséquences possibles et éventuellement sur le risque potentiel de créer du tort à quelqu'un. Ça peut être des enfants qui traversent la rue sans regarder de façon précipitée. Les impulsifs, ils ont aussi un besoin de récompense immédiate et une incapacité à gérer le fait de différer les gratifications. Et donc, on peut les voir comme des personnes qui vont avoir, par exemple, besoin d'imposer leur présence, qui vont interrompre les autres de façon excessive, qui vont prendre des décisions sans prendre en compte les conséquences qu'il peut y avoir. Voilà. Ça, en gros, voilà les grandes catégories, inattentifs d'un côté, hyperactifs, impulsifs de l'autre côté. Et on voit que dans les hyperactifs impulsifs, c'est quand même, à l'intérieur, il y a des sous-catégories. C'est faux. Non, il y a besoin pour poser un diagnostic de plusieurs bilans qui soient effectués. Alors souvent, c'est des bilans orthophoniques parce qu'on est souvent sur la première ligne quand il y a une plainte au niveau attentionnel parce que ça va impacter des troubles, par exemple au niveau du développement du langage, mais aussi au niveau de la scolarité. Donc, on peut les recevoir en première ligne et les arguments que l'on va observer dans notre bilan vont participer à l'élaboration d'un diagnostic. Il y a aussi besoin qu'il y ait un bilan qui soit fait par un psychologue ou une neuropsychologue qui évalue l'attention avec des questionnaires, mais aussi avec des épreuves. Et puis, avec tous ces bilans-là, c'est important d'aller consulter un neuropédiatre ou un pédopsychiatre pour pouvoir valider le diagnostic et que le médecin puisse vraiment faire la part avec les autres potentiels diagnostics pour lesquels il faudrait faire un diagnostic. Non, c'est faux. Le traitement n'est pas la seule proposition de soins et heureusement, le traitement est une proposition et souvent n'est pas la première proposée. Ce qui est proposé en première intention pour des troubles
pour des enfants qui sont préscolaires ou scolaires avec des troubles légers à modérés. C'est plutôt des entraînements aux habiletés parentales, ou ce qu'on appelle les programmes aussi de psychoéducation, ou PEHP. Les modèles de Barclay, celui qui est peut-être le plus connu dans le trouble de l'attention. Et ces programmes viennent vraiment outiller les parents parce que souvent, ils ont une tendance à penser que les difficultés qu'ils peuvent vivre au quotidien, voire même des choses en termes de dynamique familiale ou d'entente ou d'ambiance ou de retard ou de voilà, tout ce qui peut être compliqué parce qu'il y a des impacts du TDAH sur le fonctionnement familial. Souvent, les familles ont tendance à penser que c'est à cause du TDAH. Et ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales sont très importants pour remettre le patient au cœur de l'éducation de leur enfant, avec une démarche qui est très bienveillante et que je trouve très soutenante aussi, où l'idée, c'est de trouver des moyens et donc être dans une capacité à agir autour de l'éducation de l'enfant pour alléger les impacts au niveau des troubles du comportement qui peut y avoir. Quand je dis troubles du comportement, ça peut être à la fois des choses très opposantes, éventuellement aller même jusqu'à de l'agressivité, mais ça peut aussi être une sorte de nonchalance ou voilà, de difficulté à initier de l'action. Donc, soit très externalisé, soit plutôt internalisé, mais qui quand même viennent perturber le fonctionnement ou en tout cas la fluidité d'un fonctionnement. Et le PEHP, moi je trouve qu'il vient amener des choses très factuelles déjà en termes d'explication et de compréhension des difficultés, qui est pour moi une étape vraiment importante. On n'est absolument pas là pour donner des informations culpabilisantes, mais il y a une réalité de transmission au niveau génétique déjà. Et donc, c'est plutôt l'occasion de donner aux parents la parole sur leur propre parcours et comment ils ont fait pour contourner les difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur quotidien, pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui en tant que parents. Et puis, il y a une étape qui est très importante qui s'appelle aussi les temps de qualité que l'on va donner à l'enfant, qui sont des temps où le parent n'a aucune demande faite à l'enfant. On va vraiment ritualiser ces moments-là de façon quotidienne. Alors, il y a tout un protocole qui est proposé par Barclay, mais c'est un temps où c'est vraiment de l'échange avec un autre être humain et on n'est plus en tant que parent à faire des demandes ou en tant qu'éventuellement orthophoniste à faire des demandes à un patient. On est là juste pour apprécier d'être ensemble. Et ça, c'est vraiment pour moi une étape qui est très importante parce qu'on remet de l'énergie qui va être soutenante pour ensuite aborder des demandes que l'on peut faire avec la célèbre économie de jetons, mais qui parfois est proposée sans avoir toutes ces étapes qui pour moi sont des prérequis essentiels pour que ça soit soutenant et pour le parent et pour l'enfant. Et ce programme d'entraînement aux habiletés parentales, là, c'est ces deux exemples sur la compréhension des troubles et sur les temps de qualité qui sont des choses, les premières étapes de ce programme. C'est des outils qui vont être transmis aux parents, où on va modéliser, ils vont revenir avec leurs propositions. Et ça, c'est vraiment une façon d'équiper le parent, alors que le traitement va équiper l'enfant, enfin l'équiper moyennement, parce qu'en fait, il va le soulager pendant le temps de l'effet du traitement. Et puis nous, notre travail, la orthophoniste, ça sera de l'équiper, justement, peut-être on en parlera après, sur comment faire quand j'ai plus le traitement, parce que le traitement, c'est pas une fin en soi, et c'est pas une baguette magique non plus.
Oui, absolument, c'est notre business pour deux raisons. La première, c'est que la comorbidité entre les troubles des apprentissages ou dyslexie, dysorthographie et troubles de l'attention est importante. Et donc, dans nos cabinets, il est plus que fréquent d'avoir un TDAH diagnostiqué, suspecté ou que l'on peut entrevoir de façon plus ou moins légère parce que il va aussi s'exprimer de façon variable en fonction des situations. Mais donc, ce TDAH, quelle que soit la sévérité qu'il va avoir, il est à prendre en compte, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, dans notre soin et dans la façon de concevoir le soin, on est quand même guidé par les modèles de classification internationale du fonctionnement, où on ne se base plus uniquement sur le déficit, mais on se base sur une prise en compte assez globale du patient, où ce que l'on veut, c'est amener le patient à un maximum d'autonomie. Et pour cela, ça veut dire aussi que nous, on va penser ce patient pas juste avec, il n'a pas les graphies contextuelles, mais il n'a pas les graphies contextuelles en lecture, quand il y a du monde, et ça impacte sa compréhension, et ça va, en fait, on va avoir une vision beaucoup plus holistique pour permettre aux patients d'être davantage dans une gestion, voire une autogestion de son trouble dans sa vie, parce que ça va impacter sa qualité de vie. Et donc, en ayant ça en visée, ce que l'on veut quand même, ça fait partie de nos principes éthiques, c'est de permettre aux patients d'avoir la meilleure vie, la meilleure satisfaction dans sa vie. Et donc, notre travail par rapport à ça, je trouve qu'il en est quand même impacté parce que c'est intéressant d'avoir des objectifs spécifiques en orthophonie, de savoir qu'on va travailler les graphies contextuelles pour améliorer la vitesse du déchiffrage, etc., bien sûr. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est de penser cet objectif-là par rapport à son profil. Il fait des erreurs là parce qu'il y a beaucoup d'inattention, parce qu'il y a de l'impulsivité, parce qu'il y a de l'hyperactivité. Bon, peut-être je prends moins cet exemple d'hyperactivité-là, mais il va falloir, dans les moyens qui vont permettre d'atteindre ces objectifs orthophoniques, amener des étayages pour que le patient soit soutenu dans ses difficultés attentionnelles. Un enfant qui est inattentif, il va falloir lui rappeler peut-être la règle de « Attends, et regarde, tu te rappelles ?» parce qu'il est parti sur les graphiques contextuels, bon, qui n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on va le ramener pour limiter sa distractibilité. Un patient qui est impulsif, c'est pas du tout la même chose. Un patient impulsif, on va plutôt appuyer sur le frein et lui faire « Wow, freine, regarde, là tu vas un peu vite, tu sais que ça c'est un peu dangereux, ce petit son, cette petite lettre, tu sais qu'il y a un truc sur lequel tu risques de glisser et te tromper, il faut freiner. » Et donc, dans nos prises en charge, il y a pour moi vraiment l'idée de ne plus travailler les fonctions exécutives ou l'attention de façon froide, comme si voilà, le fait d'entraîner de façon un peu mécanique une habileté attentionnelle, mais plutôt d'intégrer ça dans des tâches qui sont très orthophoniques, de lecture, d'orthographe, de calcul, de résolution de problèmes, pour que dans sa vie, mais juste après la séance, c'est-à-dire à l'école ou quand il va faire ses devoirs, en fait, il y ait une imprégnation de ce qu'on a fait déjà en séance qui va pouvoir le guider pour être utilisé dans sa vie. Donc, à rester sur des objectifs qui sont très fonctionnels, écologiques, avec une réponse qui est très pragmatique. C'est là où la métacognition va venir soutenir aussi, l'étayage au niveau méthodologique va aider pour que l'enfant puisse être dans une meilleure gestion de ses difficultés. Vrai et faux. Vrai et faux parce que je dirais faux d'abord parce que l'idée c'est pas d'apprendre à marchander tout ce que l'on fait,
et d'établir de façon systématique un lien de je fais ça, donc tu es redevable de ça envers moi. Je pense que ça ne fait pas des humains qui sont tout à fait d'aplomb. Et donc, il y a du faux, mais il y a aussi du vrai, parce que dans le travail que l'on va faire aussi dans le PEHP, dans le programme d'entraînement aux habiletés parentales, mais aussi nous en orthophonie, euh, on a quelque part la possibilité de voir l'enfant là où il est et pas là où on voudrait qu'il soit. Et ça, c'est très, très, très important parce que dans l'environnement de l'enfant qui a un trouble de l'attention, il est tout le temps exposé à une demande qui est au-delà de ce qu'il est en capacité de faire. Et il y a beaucoup de reproches qui sont faits à ces enfants de tout ce qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils n'ont pas fait alors qu'ils savent faire, etc. Ça peut prendre plein de formes. Et en fait, il y a vraiment l'idée de créer quelque chose de vertueux, effectivement, avec du positif, en valorisant l'effort que l'enfant fait pour faire quelque chose, et on va le valoriser avec un sourire, un check, un bravo, un câlin, éventuellement un jeton et des jetons qui peuvent valoir des points, etc. Et ça, c'est un système qui est dérivé, mais au départ, c'est vraiment souligner l'effort que fait l'enfant pour faire quelque chose. C'est très important parce que là, on se situe à un niveau de là où est l'enfant. On est en capacité de déplacer notre regard sur ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et pas sur ce que l'on attend de lui. Ça me semble très important en termes d'estime de soi pour le patient, pour qu'il puisse aussi avoir davantage confiance et que nous, on puisse s'appuyer sur des faits de choses qui sont donc objectives, que l'on peut voir, et des choses qui fonctionnent et qui marchent. Ça, c'est vraiment quelque chose de soutenant et qui va changer l'attitude du jeune comme OK, je suis en capacité de faire telle et telle chose et c'est vu par quelqu'un d'autre. Et dans les systèmes, par exemple, d'économie de jetons, on va avoir le fait de valoriser, de renforcer positivement le comportement de l'enfant. C'est des moyens qui sont vus comme étant extrêmement puissants pour modifier du comportement. Dans les grilles d'analyse que l'on a sur, par exemple, l'analyse fonctionnelle du comportement que l'on peut avoir dans l'ADA, par exemple, il y a vraiment l'idée que le comportement est quelque chose qui s'est appris parce qu'il a été suivi de quelque chose qui a validé que ce comportement était adapté, que ce soit une colère à la caisse du supermarché ou que ce soit le fait de persévérer quand on n'y arrive pas ou le fait euh, de, de, de peut-être changer de stratégie quand quelque chose ne fonctionne pas. C'est des stratégies, c'est des comportements que l'enfant a appris et donc il est possible de les modifier à partir du moment où on a ce postulat qu'il a été appris. Et on va les modifier en soutenant le comportement par de la récompense, parce que c'est un effort que de modifier du comportement. Et donc, on va valoriser les changements de comportement avec, pareil, des câlins, des checks, des bravos, des clins d'œil, et plus alimentaire s'il faut, ou plus sous forme de points s'il faut pour aller pour gagner quelque chose. Mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle les jeux carottes, qui sont des choses qui ne viennent pas travailler autant en profondeur sur la modification d'un comportement.